Tiens, qu'est-ce que t'en dis si je te dis que ça a une fonction religieuse? Ou que ça, c'est peuplé de génies de l'eau et que ici, il y a à peine un siècle, on croyait lire le futur dans le linge et on craignait un démon des eaux dévorant les hommes. Alors pour le deuxième épisode de notre série sur l'eau, on va voir comment l'eau est liée aux croyances et à la religion et comment ces croyances peuvent avoir de réelles conséquences sur la gestion de cette ressource. Et tout ça à partir de plusieurs articles du dossier Faits religieux et nature du site Géoconfluence, des articles de Émilie Lévy et Bertrand Sajaouli, les liens sont en description. Je vous propose un voyage en 3 étapes, c'est parti. Partons pour commencer à Khartoum, la capitale du Soudan. Dans la ville se trouvent des petites choses comme celle-ci qu'on appelle les sabils. Les sabils, ce sont des points d'eau gratuits. Ils permettent d'abord aux passants de se désaltérer, mais ils ont aussi beaucoup d'autres significations et de vrais rôles religieux et sociaux. Attends, cette amphore-là, tu me dis qu'elle a un rôle religieux et social? Eh oui. Déjà, le sabil permet de recevoir les bonnes actions, ou hastanat. Si une famille installe un sabil devant sa maison en mémoire d'un mort, chaque passant qui s'y abreuve offre au défunt un hastanat qui lui sera utile pour accéder au paradis. Ensuite, le sabil permet de perpétrer les liens familiaux, car c'est souvent le fils qui place un sabil au nom de son père devant sa maison. Et puis enfin, le sabil est lié à des croyances. Les habitants pensent par exemple que chaque matin, le prophète Khidir passe purifier l'eau pour la rendre buvable. Alors qu'en fait, les bactéries y prolifèrent très rapidement puisque tout le monde y boit et que la température est élevée. Bref, finalement, ces sabils, ils permettent en fait d'ancrer dans l'espace public l'islam ainsi que le lien culturel entre Allah, les défunts et les vivants. Ah ouais, j'y aurais pas pensé. Bon, on part où maintenant? Eh bien, on part au pays Dogon. Le pays Dogon, c'est une région du Mali où vit le peuple Dogon, réputé pour ses croyances et pour sa cosmogonie, c'est-à-dire en gros pour ses récits mythologiques sur la formation du monde. Dans les croyances des Dogons, l'eau occupe une place centrale et les pratiques rituelles liées à l'eau vont jouer un rôle essentiel puisqu'elles vont déterminer la gestion de l'eau. Tu nous expliques? En fait, on pense que les Nomos, génies de l'eau et fils jumeaux du dieu suprême et de son épouse la terre, peuplent les points d'eau et les alimentent. En revanche, ils sont pas super cool. Ils peuvent aussi contraindre des hommes à se baigner et les entraîner vers le fond. Du coup, on a plusieurs récits qui mentionnent des disparitions mystérieuses ou des nomos buvant le sang du noyé. Sympa. Cette croyance, elle s'accompagne de pratiques rituelles qui sont effectuées sous l'égide du Ogon, le chef de la communauté religieuse, et qui vont structurer l'usage de l'eau. La preuve avec ces exemples. Certains animaux ou plantes liés à l'eau, comme l'herbe du génie de l'eau, sont liés aux défunts et ne doivent pas être touchés, ce qui permet le respect de l'environnement. Ensuite, les villages disposent de brigades masquées et investies de pouvoirs magiques pour faire respecter des règles de protection de la nature, sur la coupe du bois ou la protection des sources par exemple. Et puis enfin, les rites de pluie, avec les cérémonies et les sacrifices, limitent l'accès à l'eau. Bref, on voit que ces croyances religieuses, elles peuvent en fait permettre la protection et la préservation des milieux naturels. Et d'ailleurs, le cas des Dogons est aussi intéressant, car il montre en quoi les mythes peuvent être confrontés à des évolutions récentes. Par exemple, avec la montée de l'islamisme radical dans la région, les pratiques Dogons doivent résister à l'arrivée de cultures étrangères qui pensent que la nature n'abrite pas des esprits, des cultures qui tentent parfois d'imposer cette conception par la force. Mais attention, le fait d'associer l'eau à des esprits ou à des créatures inquiétantes, c'est pas le monopole des civilisations étrangères. Ah bon? Chez nous aussi il y a des croyances liées à l'eau? Et si, en France, dans la Brenne, la Sologne, le Cotentin, la Camargue, la Bretagne ou le Jura, on associe souvent les zones humides à des pratiques magiques et à des créatures fantastiques. C'est ce qu'on va voir en étudiant des textes du 19e qui parlent de diable ou de divination du linge, et oui, ça existe. Ok, alors déjà, petite question. Pourquoi ces espaces humides ils sont considérés comme magiques? Alors on peut évoquer 3 hypothèses. Leur isolement, le fait qu'ils soient indéfinis, mouvants et à la fois terre et eau, ou alors l'association qu'on fait souvent entre l'humidité et le manque d'hygiène. Prenons d'abord la Brenne, un espace humide du centre de la France, dans l'Indre. Plusieurs croyances associent les plans d'eau à la demeure d'êtres surnaturels à éviter. Parmi eux, les grêleux, qui fabriquent l'orage en frappant l'eau, ou alors le grand bicêtre qui dévore les hommes au fond des eaux. Tous ces récits, je les invente pas, ils sont relatés par George Sand dans ses légendes rustiques,
Et le récit des laveuses de nuit montre bien à quel point ces espaces sont associés à la peur. Tu nous lis un petit extrait alors ? Autour des mares stagnantes, on entend le clapotement des lavandières fantastiques. Âmes des mères infanticides, elles tordent un objet qui ressemble à du linge mouillé, mais n'est en fait qu'un cadavre d'enfant. Oula, ah oui, flippant. Et en Sologne, c'est la même chose. On croit que le fleuve de la Malnoue est capable d'envahir les villages et les châteaux, et on considère qu'il est l'enfant du diable et qu'il lui procure de l'eau pour noyer les victimes qui auraient résisté aux flammes de l'enfer. Le crapaud, lui, est l'esprit du mal, et on croit que les sorciers se réunissent pour en manger lors de rituels de magie noire. Enfin, une autre pratique associée à l'eau, la divination du linge. Dans les mares lavoirs du centre Val-de-Loire, les laveuses, ou les lavandières, lisaient dans le linge des secrets obscurs qui alimentaient les rumeurs, et elles voyaient dans la manière dont flottaient les draps des malades des indices sur leur survie. Bref, vous voyez que l'eau a toujours été liée à des croyances variées, et que ces croyances, elles ont parfois eu de vrais effets sur sa gestion et sur son usage. Pour en savoir plus, allez lire les articles de Géoconfluence et voir les sources en description, il y a plein de choses à lire, et nous, on attend vos avis.